Bonjour, c'est Sidonie. Bienvenue et merci d'écouter L'humain derrière l'étiquette. J'espère qu'il vous inspirera à aller à la rencontre de l'autre et de vous-même. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des épisodes à venir. Bonne écoute! Bonjour chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue pour ce nouvel épisode de L'humain derrière l'étiquette. Aujourd'hui je suis avec Fabien. Bonjour Fabien. Bonjour. Alors Fabien, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots en tant qu'être humain s'il te plaît? Oui, donc je m'appelle Fabien, j'ai 38 ans et je suis boulanger de formation. Alors boulanger de formation, ça veut dire quoi? Ça s'est passé comment? Ça veut dire que je suis titulaire d'un CAP boulangerie que j'ai passé entre mes 15 et mes 18 ans. Ok. Mais moi, mon petit doigt, il m'a dit que c'était pas le métier que tu exerçais aujourd'hui et surtout quand tu l'exerces, tu le fais pas de la même manière. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Disons que j'ai abandonné le côté boulangerie artisanale, travailler chez un patron, etc. J'ai complètement abandonné ça parce que j'ai eu des mauvaises expériences où j'étais exploité, quoi. Et du coup, je suis parti dans d'autres domaines en intérim, etc. Et puis, il y a peut-être 4 ans de ça, je me suis remis à faire du pain pour moi, chez moi, enfin pour ma petite famille, quoi. Et du coup, j'ai complètement changé l'approche qu'on pouvait avoir en faisant du pain. C'est quoi qui a changé? Déjà, je travaille donc ce qu'on appelle au levain, donc donc ça enlève toutes les levures qui sont déjà fabriquées d'avance. Ok, alors attends, parce que ça veut dire le pain, comme tu dis que tu as appris donc à l'école, comment est-ce qu'on fait le pain à l'école justement? Tu prends de la farine, de l'eau, du sel, de la levure, ce qu'on appelle aussi un améliorant. Alors pour le coup, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, etc. Okay. Et en fait, tu mets à pétrir un certain nombre de temps dans un pétrin mécanique. Ok. Et du coup, en fait, le boulanger intervient très peu sur la pâte. Tout est vraiment par machine, quoi. En fait, il passe peu de temps en contact avec la pâte. Ouais, c'est pétri mécaniquement. Après, on divise. Donc diviser, c'est faire plusieurs pains. Ouais, faire plusieurs pâtons. Et c'est en machine, c'est façonné en machine. Et au final, on a très peu de contact avec la pâte, quoi. Par contre, le mot pâton, c'est mignon. Ouais, c'est marrant. Ok, donc ça, c'est la façon de faire qu'on apprend à l'école et qui se passe dans les boulangeries. Une grosse partie des boulangeries. Ouais. Et toi, alors, si on reprend dans l'ordre, c'est quoi la différence avec la façon dont tu fais le pain, qui est donc plus ancestrale? Ouais, c'est ça. En fait, c'est juste... c'est à partir d'une base de levain. Donc le levain, c'est quoi? C'est de l'eau et de la farine qu'on laisse fermenter, qu'on vient rafraîchir à peu près tous les 24 heures. Donc rafraîchir, c'est-à-dire qu'on met au frigo? Non, c'est-à-dire qu'on redonne à manger donc de l'eau et de la farine à notre première base de levain qu'on avait. Et au fur et à mesure du temps, ça va commencer à fermenter, ça va faire des petites bulles. Et du coup, là, on va avoir, on va dire, un agent de fermentation qui va remplacer, on va dire, la levure industrielle, quoi. Chimique. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est ce qui va remplacer la levure, mais que c'est complètement naturel et que c'est de la fermentation. Donc, c'est les bulles dont tu parles. Ouais. C'est ce qui va faire lever le pain. C'est ça. Et du coup, c'est vraiment la manière première de faire du pain depuis des milliers d'années. Et la levure, c'est récent, quoi. C'est après-guerre, mais c'est pas du tout... Mais c'est quoi l'intérêt du coup? Parce que c'est quand même vachement plus pratique la levure. Ouais, mais le côté pratique n'est pas toujours bon. L'avantage du levain, c'est que ça développe déjà beaucoup plus d'arômes. C'est vraiment en termes de saveur et tout ça, c'est incomparable parce qu'une levure, ça va être un champignon, alors qu'un levain naturel va en posséder plusieurs centaines de milliers. Donc vraiment, il y a tout un microcosme. Ouais, c'est ça. Et puis de toute façon, on le ressent aussi selon le stade du levain, selon les types de farine qu'on met, etc. Il y a vraiment des odeurs et des saveurs qui se dégagent. Et en plus de ça, ça permet aussi une meilleure digestion du pain, donc notamment du gluten, ce qui pose beaucoup de problèmes aujourd'hui. Tu veux dire qu'il y a comme une prédigestion du gluten? Ouais, c'est tout à fait ça. Dans le processus de fermentation, le levain va... prédigérer le gluten, ce qui fait que quand tu manges ton pain au levain, du coup, c'est beaucoup plus digeste, quoi. Ok. Mais du coup, cette façon de faire peut aussi marcher pour un pain où il n'y a pas de gluten? Oui, notamment le sarrasin. On peut partir sur un levain de sarrasin. Donc, c'est toujours le même procédé. Ouais. Et ensuite, on fait un pain au sarrasin, alors qu'il ne contient pas de gluten, ce qu'il faut beaucoup l'hydrater et plutôt le mettre en moule. Mais on peut tout à fait faire du pain de sarrasin. Donc du coup, si on reprend les étapes, parce qu'on était en train de comparer par rapport au pain de l'école, donc là on est parti sur, au lieu de la levure, il y a le levain qui est donc effectivement plus long, mais beaucoup plus sain, et où il y a déjà... Pas spécialement plus long, mais c'est une autre façon de faire.
plus long. Ce que je veux dire par plus long, c'est que c'est quand même une organisation parce qu'il faut le démarrer. Oui, mais une fois qu'il est démarré, Oui. en fait, Tu l'entretiens tu toujours. prends toujours un petit peu de pâte quand tu fais une fournée, par exemple. Mhm. Et du coup, bah, après, ça se suit, quoi. Et justement, il faut pas oublier la pâte, que sinon, on reprend effectivement la fermentation depuis le début. D'accord. Mais une fois que c'est lancé, après, il y a juste À entretenir. à entretenir et toujours garder un levain chef qu'on appelle, donc un petit bout de pâte qui va nous servir pour les prochaines fermentations. Ok. Donc la partie levain, tu parlais aussi, donc dans cette fabrication du pain, tu parlais des machines. Toi, tu n'as pas de machine pour faire Non, du pain? non. Tu fais tout avec tes mains. Ouais, je pétris manuellement et... Est-ce que ça change quelque chose aussi au niveau de la santé? Oui, bah notamment, en fait, le problème des pains modernes, je dirais, c'est que déjà, ce sont des farines qui sont dites modernes, donc qui sont vraiment enrichies en gluten. Ce qui fait qu'en plus, quand c'est pétri mécaniquement, pour le coup, ça étire encore plus le gluten déjà présent, donc pour le coup, ça fait vraiment beaucoup. Parce que le fait de l'étirer, ça le rend encore moins digeste? Ça le renforce, et du coup, ouais, ça le rend Ok. moins digeste. Ok. Donc du coup, ne serait-ce que, même si vous prenez une farine moderne, le pétrir manuellement, déjà, ça va moins l'étirer, donc il va être moins difficile à digérer. Et en plus, le levain va faire la prédigestion, donc ça va vraiment être beaucoup plus digeste, quoi. Ok. Et donc il y a ça, il y a dans la fabrication aussi, il y a le temps de pause qui est peut-être différent, parce que du coup le levain, il n'y a pas besoin de temps de... Pardon, la levure, il n'y a pas besoin de temps de pause. Si, il y a besoin des temps, il y a des temps de fermentation. Ça, pour le coup, ça change pas spécialement. Ok. En fait, ça va dépendre vraiment de la température de la pâte, etc. Mais si, en boulangerie, on va dire moderne, si, il y a des temps de fermentation, mais qui sont quand même peut-être plus réguliers qu'avec un pain au levain où il peut toujours y avoir des petits facteurs comme le temps, l'humidité qui est à l'extérieur ou quoi, qui peuvent faire en sorte que les pains sont peut-être moins réguliers. Donc c'est sûr qu'avec une levure, on aura toujours du lundi au dimanche les mêmes pains. C'est sans plus facile à souci. contrôler, Voilà. quoi. Surtout qu'avec les améliorants, en plus, ça permet de ne pas avoir des petites cloques. Enfin, vraiment, c'est tout dans l'esthétique et peut-être un petit peu moins dans le côté nutritif, quoi. Ok. Donc là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que ces pains-là, on les trouve pas en boulangerie, en fait. Alors, il y a beaucoup de... Pareil, beaucoup, c'est relatif, quoi. Il y a quelques boulangeries qui reprennent ce format traditionnel de faire du pain. La vraie tradition. Ouais. Quand tu dis traditionnel, du coup, c'est un mot qui est un peu ambigu parce que. Bah oui, c'est vrai qu'on dit sur la les baguette boulangeries, tradition. on voit baguette tradition, alors qu'en fait, c'est pas du tout traditionnel, Non, finalement. pas du tout, non. Et puis, il y a surtout, enfin, moi, je vois beaucoup de reportages, donc c'est peut-être pour ça que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, mais de paysans boulangers, vraiment, qui ont leur propre champ de blé, qui font tout au pétrin, pétrissage manuel, etc., cuit au feu de bois. Enfin, c'est vraiment... Mais voilà, je pense que pour moi, c'est l'avenir de la boulangerie, c'est un retour aux sources. Et tu parlais des farines modernes, justement, ces paysans boulangers qui ont leur propre farine. Il y a aussi cette idée du blé qui n'est pas le même. Ils reprennent du blé ancien. Ils reprennent du blé ancien ou alors ils peuvent faire des petites variétés, un petit peu des petits mélanges, quoi. Ce qui fait qu'ils ne sont pas complètement anciens, mais bon, après, c'est aussi, on va dire, en termes de récolte, c'est sûr que vaut mieux avoir un mélange entre ancien et moderne et que ça tienne plutôt que pas du tout, quoi. Mais disons que dans l'idée, oui. Donc là, tu es en train de nous dire que ce que tu appelles la farine moderne, c'est de la farine de blé, en fait, la farine qu'on achète dans les magasins. Oui. C'est une farine qui est trafiquée. Bah oui, c'est ça, un peu ça. Surtout qu'en plus de ça, c'est une farine qui a été donc moulue il y a parfois plusieurs semaines, et donc forcément elle n'est plus fraîche, et donc on perd encore des saveurs et des vitamines et tout ça, quoi. Donc l'idéal, c'est d'avoir vraiment une farine qui est moulue, qui est vraiment moulue vraiment peut-être un jour ou deux avant le pétrissage, quoi. C'est pareil, on garde plus de saveurs, plus de vitamines et de minéraux. Elle est encore vivante, quoi. C'est ça, ouais. Et qu'est-ce qui t'a pris, Fabien Briou? Oui. Parce que c'est vrai que tu as appris à faire le pain. Ouais. Ensuite, tu as changé de vie, tu as eu des boulots à droite à gauche, tout ça. Et là, boum, d'un coup, tu t'es remis à faire du pain, mais complètement différemment. Qu'est-ce qui a changé? Comment ça se fait que tu t'es mis à faire du pain différemment, justement? Eh ben, en fait, je sais pas, c'était... En plus, pendant très longtemps, j'ai pas mangé de pain du tout. C'était vraiment pas quelque chose qui me manquait dans ma vie. Et puis là, je crois que c'est, été, pendant l'année du confinement, je me suis dit, tiens, je vais faire du pain. Et du coup, je me suis renseigné plus sur le levain. Et pour le coup, je m'y suis mis. Et c'est vrai, ça m'a plu. Puis il y a un côté vraiment hyper satisfaisant, hyper relaxant aussi de voir la fermentation, les beaux pains qu'on sort du four, etc. C'est hyper satisfaisant, quoi.
Et parce que donc du coup effectivement c'est gros changement parce qu'il y a aussi l'aspect santé qui est quand même hyper intéressant Ouais. dans la façon dont tu travailles. Et moi ayant la chance de vivre avec toi, je te vois effectivement te admirer avec des étoiles plein les yeux quand tu prends ton pot avec les bulles dedans. Ouais. Et donc la fermentation, c'est ça qui te passionne en fait. Bah, c'est un des trucs qui me passionne, mais c'est sûr que ouais, j'aime bien l'idée en fait de partir juste de l'eau et de la farine et de voir que derrière il y a des transformations, il y a des évolutions, il y a tout un process du vivant qui se met en place pour faire du pain, quoi. Ouais. Et dans cette fermentation, parce que tu as expérimenté d'autres choses avec la fermentation, ou c'est que dans le pain? Non, bah pour le coup, un petit peu après, j'ai commencé un petit peu aussi à faire de la bière. Alors ça, pour le coup, c'est sympa, mais moi, ce que je reproche peut-être, c'est que bah, c'est trop des ingrédients qu'on va acheter sur Internet, etc. C'est moins, enfin, je sais Tu peux pas moins te débrouiller, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a moins le côté ou surtout, bah, quand on a certaines connaissances en boulangerie, on peut expérimenter avec certains types de farine, etc. Là, le côté bière, c'est vraiment, bah, ça dépend des ingrédients qu'on achète, quoi. Donc c'est sympa, mais ça m'a pas plus marqué. Par contre, après, un peu plus tard, je me suis plus tourné vers la fabrication d'hydromel. Ah oui. Et ça, pour le coup, ouais, c'est trop bien. Alors, est-ce que tu peux dire, donc pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi l'hydromel? Et bah, c'est tout simplement le plus vieil alcool du monde. C'est juste de l'eau et du miel qu'on laisse fermenter. Et du coup, ça donne un espèce de vin qui a goût de miel, mais faut trouver la juste barrière entre sucré et puis bah, forcément alcoolisé. Mais c'est trop bien, c'est trop bon. Oui, c'est effectivement intéressant. Il y a autre chose aussi qui te différencie dans ta façon de faire le pain ou dans tout ce que tu choisis à travailler. Moi, je me permets, parce que je vis avec toi, je sais. Ouais. Par exemple, sur tes pains, à un moment donné, tu faisais des runes dessus. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Bon, bah, ça, c'est aussi un autre truc qui est rentré dans ma vie il y a quelques temps. Ouais, bah, je me suis pris de passion pour la mythologie germanique et les runes. Il y avait quelque chose qui m'appelait là-dedans. J'ai trouvé ça vraiment fascinant, le côté, la symbolique derrière les symboles. C'est quoi les runes alors du coup? Tu peux nous en C'est parler? des vieux, enfin c'est des symboles très anciennes qui représentent certaines énergies et qui a tout un système, on va dire, de cyclique. C'est-à-dire, il y a un commencement, une fin, puis vraiment il y a toute une philosophie derrière chaque rune qui elle-même représente, on va dire, une énergie ou un fait de la nature. Et du coup, moi, j'aimais bien graver, scarifier mes pains en faisant certaines runes qui sont pour le coup bah, des choses qui sont facilement gravables parce que c'est que des traits droits. Donc c'est pour ça qu'ils étaient gravés sur des os ou sur de la pierre. Donc c'est que des traits droits. Et pour le coup, bah, sur le pain, ça marche super bien. Tu mets une intention en fait quand tu Ouais, fais c'est ça? ça. Je fais en sorte que le pain se développe bien, qu'il soit vraiment plein de bonnes choses pour la santé, quoi. Donc là, si je reprends ce que tu dis, en gros, tu es en train de me dire que les runes, c'est pas juste un alphabet, Non. que c'est vraiment, il y a une symbolique derrière chaque rune et les runes ensemble, et que du coup, tu disais que ça marche en cycle. Ouais. Et c'est pour ça, du coup, qu'elles sont toujours, parce que là, je suis en train de réfléchir par rapport au, je sais plus comment ça s'appelle, le truc rond, là où on voit les runes Ouais, tout bah autour. c'est en gros, on appelle ça le foussard. Parce qu'en fait, le système d'alphabétisation des runes, en fait, chaque rune a un nom. Et la première lettre de ce nom donne le son qu'elle va faire. Par exemple, le O, ça va être la dernière, c'est Otala. Donc du coup, bah, on sait que si on grave un Otala, ça fait le son O. Et du coup, bah, c'est comme ça que fonctionne le système d'alphabet. Et du coup, donc le foussark, alors quand il est en rond comme ça, c'est juste, je pense, c'est stylisé, mais il y a vraiment cette notion de la première fait où c'est le commencement. Ensuite, il y a tout le côté de la chose qui meurt et qui renaît sans cesse, etc. etc. Et pareil, donc tu dis que tu t'es intéressé à tout ça, le monde viking aussi. Ouais, j'aime pas trop le terme. Mais Alors, pourquoi t'aimes pas ce terme viking? Vas-y, raconte. bah, ça fait vraiment merchandising et le mot passe partout, quoi. Puis en plus de ça, factuellement, historiquement, c'est faux, quoi. Personne ne s'appelait comme ça à l'époque. Et puis c'est un terme qui est venu plus tard. Et c'est vraiment un terme fourre-tout que moi j'aime pas, quoi. C'est comme après il y a plein de trucs à dire. Si, vas-y, c'est comme on est là mot- pour ça. C'est comme le mot drakkar. Le mot drakkar, les drakkars, ça n'existait pas.
c'était des Knorr. Après, je prononce peut-être mal. Mais en gros, voilà, les Drakkar, c'est vraiment venu beaucoup plus tard. Et ça a créé tout un imaginaire autour du viking, mais qui pour moi est complètement erroné. Le côté un peu les gros barbares barbus qui pensent qu'à taper avec leur casque à cornes. Alors vas-y, rétablis la vérité. Donc déjà, Oh. c'est quoi les Drakkar et ils étaient comment ces barbus? Les Drakkar, c'était pour le coup, c'était effectivement des bateaux, ça, il n'y a pas de scoop. Le Drakkar, c'est le bateau. Non, le Drakkar, en fait, ce qu'ils appellent le Drakkar, c'est surtout parce que ça vient de l'avant du bateau, donc où il y avait parfois une tête de dragon. C'était vraiment mais juste la tête de dragon, c'était Drekir. Et c'était vraiment un truc qui mettait pour effrayer un peu les ennemis, quoi. Mais je veux dire, c'est pas un truc qui était tout le temps sur le bateau. Et puis il y avait différents types de bateaux, quoi. Mais vraiment, le Drakkar en tant que tel n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas. C'est juste la tête de dragon qu'il y avait sur certains bateaux de temps en temps. Ok. Mais donc, en fait, c'est le mot est mal utilisé, c'est ça ouais, que t'es en c'est train ça. de dire. Ouais. Ok. Et donc par rapport à ces barbus là, alors moi je me permets de faire un parallèle. Moi j'aime beaucoup la série Star Trek et dans la série Star Trek il y a les Klingons. Et les Klingons qui sont un peuple qui peut paraître barbare, mais qui en fait sont des gens très loyaux, ils se battent pas pour rien, ils ont une... Est-ce que c'est un peu cet esprit-là que tu es en train de décrire en fait? Est-ce que tu peux nous décrire ce peuple, justement ce peuple, j'allais dire viking, mon Dieu, ce peuple nordique? Ouais, nordique, moi ou norrois ou germanique, enfin... Bah ouais, c'est un petit peu... c'est particulier forcément avec notre regard moderne, mais ils avaient vraiment ce côté... Le sens de la justice, quoi. C'est-à-dire que même s'il y avait quelque chose... je ne sais pas trop comment... Ils étaient très... voilà, bon, il y a un truc à faire, bon, faut qu'on y aille, bien ou pas bien. Il n'y avait pas de côté moral, bien ou pas bien. C'était... Il y a un déséquilibre quelque part, il faut le rétablir. Et puis bon, si jamais il faut partir, je sais pas, en guerre ou quoi, ils y allaient. Et puis... pour eux, les dieux étaient vraiment de leur côté s'ils avaient une... C'était juste, quoi. Si c'était juste, ouais, voilà. Oui, c'est pas des barbares dans le sens où ils se battaient pas juste pour le plaisir. Non, et du coup, toute leur société fonctionnait comme ça. Donc le Jarl, donc on va dire le chef de clan, c'est pas du tout comme on peut voir dans des séries où c'est le mec qui est puissant et que dès que tu le regardes de travers, il va te faire tuer, machin. C'était vraiment un mec qui était au service du clan. Et si jamais lui n'était pas un bon gérant, le clan pouvait tout à fait décider de le jarter, quoi. Et du coup, c'était vraiment une caste de guerriers nobles, quoi, qui vraiment ils menaient leur peuple pour le bien, que ce soit par rapport à la nature ou tout simplement d'un point de vue social. Et du coup, ils avaient vraiment ça en tête, quoi. Donc pour tous ceux qui nous écoutent et qui connaissent Star Trek, la relou, je sais qu'au fur et à mesure que mon mari ici présent me parlait des Vikings et de leur façon de faire, c'est vrai que les Klingons, je pense que c'est très très inspiré en tout cas de ce peuple. Parce qu'il y a vraiment ce côté, ça fait glauque d'un point de vue extérieur, mais en fait il y a vraiment ce côté de la justice, la loyauté. L'honneur aussi, surtout. L'honneur, et surtout, comme eux, ils n'ont pas du tout le même rapport à la mort qu'on peut avoir nous dans notre société chrétienne, on va dire. C'est-à-dire que pour eux, la mort, c'est pas du tout la fin. Et il valait mieux effectivement avoir une mort honorable en voulant, je sais pas, défendre sa terre, défendre sa famille. Ça, c'était entre guillemets bien vu. Et donc le rapport à la mort, c'était pas du tout quelque chose qu'on parlait pas, qu'on essayait de repousser au maximum. C'est le mec, il préférait mourir pour défendre 3 personnes ou je sais pas. Pour de manière juste, une fois de plus, le côté vraiment la justesse, quoi. Ouais. En gros, il préférait mourir pour la bonne cause plutôt que de fuir la mort et puis et limite vraiment mourir de vieillesse par la maladie, c'était entre guillemets mal vu parce que pour eux, c'était vraiment c'était pas dans leur nature. Enfin, je sais pas trop comment développer, mais si, je vois c'était vraiment vaut mieux vivre 30 ans à fond et être juste dans ses bottes. Être aligné, en fait. Ouais, c'est ça. Et quitte à vraiment mourir jeune, plutôt que de vraiment se laisser vieillir et d'être, je sais pas, reclus ou se laisser écraser par une société qui ne respecte pas certaines valeurs, quoi. Ok. Donc en gros, ce que tu es en train de dire, c'est que ce peuple, il avait quand même des valeurs humaines très fortes et que le clan, c'était important et que... le clan, les ancêtres, la nature, enfin vraiment tout ce qui est par rapport au vivant, quoi. C'était très respecté, quoi. D'accord.
Et donc, si on en revient à ton pain, Ouais. ils faisaient du pain d'ailleurs. Oh là là, j'avais encore dire les Vikings. Oh, tu peux. J'ai le droit. Oui. Est-ce que les Vikings faisaient du pain? Ouais, bah bien sûr, oui, comme beaucoup de peuples. Après, c'était très rudimentaire. C'était vraiment. Après, je ne sais pas si le principe de fermentation est arrivé un peu plus tard. Ça s'est arrivé comment le pain, tu sais? Bah, le pain, je pense que c'est quelque chose de très très. Enfin, c'est basique pour moi le pain, mais le pain au levain, pour le coup, ça vient d'Égypte. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le pain à la base, c'était juste donc de l'eau et de la farine qu'ils mélangeaient, ils mettaient ça au four et ils s'en servaient un petit peu comme une assiette. Alors, ils mettaient leur nourriture dessus, ils mangeaient leur nourriture et puis pour finir, ils mangeaient leur assiette qui était du pain, un peu comme, je sais pas moi, des pancakes un peu plus secs, quoi. Ouais. Et en fait, un jour en Égypte, il y a 4000 ans, il y a un boulanger, enfin je sais pas s'il faisait que ça, mais voilà. Il a laissé une pâte et du coup, il s'est rendu compte qu'elle avait gonflé, fermenté, et du coup, ils ont commencé à développer du pain à partir de ce moment-là, et du coup, en Égypte antique, ils avaient 70 variétés de pain fermentés d'avance sur toutes les autres civilisations, quoi. Puis après, du coup, ça s'est transmis. En gros, tu es en train de dire que c'est par accident finalement qu'on a Ouais, découvert bah, le levain. comme beaucoup de bonnes choses qui Comme la arrivent. tarte à thym. C'est ça. Ok. Oui, du coup, les Vikings, donc ils faisaient du pain, oui. Oui. Donc c'était quand même assez, je pense, rudimentaire. Parce que bah, déjà, les conditions climatiques étaient quand même assez difficiles. Et puis eux, bah, faut savoir que le blé, déjà, c'est quand même une céréale assez noble. Donc eux, ils avaient plus peut-être du seigle ou autre, mais c'était vraiment plus des pains qui mettaient à cuire dans des moules et qui tiennent bien au ventre avec des farines complètes, avec plein de trucs, quoi. Et d'ailleurs, tu parles de farine complète. Tu m'as dit un truc il n'y a pas longtemps que tu pourrais dire au micro. Ouais. Parce que, donc, moi étant dans la nutrition, on favorise tout ce qui est complet parce qu'il y a des fibres, il y a des minéraux, etc. et que ça te cale mieux. Et tu m'as dit que certes, mais finalement, pour faire du pain, c'est peut-être pas forcément la meilleure solution. Bah, disons que c'est ce que j'ai pensé aussi pendant assez longtemps. Et en fait, l'autre coup, ça fait un certain moment maintenant, j'ai regardé une vidéo de Nicolas Suppiot, qui est un paysan boulanger assez reconnu dans le monde de la boulangerie, et même peut-être, oui, c'est ça, dans le monde de la boulangerie, quoi. Et lui, il expliquait pourquoi est-ce qu'il faisait donc ses pains et son levain, tout ça, à la farine blanche. Et il disait que justement, quand on fait du pain au levain, ou même du levain à partir de farine complète, et ben en fait, il y a certaines choses qui sont plus difficiles à assimiler, à faire fermenter. Tu veux dire à travailler, en fait. Ouais, et Ok. non, pas spécialement à travailler, mais vraiment en termes de santé, quoi. Ok. Et que du coup, vraiment, l'idéal pour le pain au levain, c'est vraiment de la farine. Alors peut-être pas à 55, mais Une type 55. T80, on peut trouver un compromis. Ouais, peut-être, ou ouais, je sais pas, mais enfin, c'est pour le coup, ouais, c'est pas spécialement le côté le plus complet qui est le mieux, quoi. Ouais, c'est discutable. Ok, non, c'est Mais après, intéressant. voilà, enfin, vaut mieux vaut mieux faire du pain au levain à la farine complète que pas du tout, quoi. Ah bah oui, non, bah c'est sûr, oui, Oui. vu comme ça. D'accord. Ok. Et du coup, aujourd'hui, donc, dans la boulangerie, parce que tu as un travail alimentaire à côté, tu fais ça entre guillemets Ouais. pour le plaisir. C'est ça, ouais. Et aussi, tu as quand même une auto-entreprise. Est-ce que tu peux nous en parler de cette auto-entreprise? Oui, alors elle s'appelle You and Me. Oh yeah. Me, M-I-E, forcément. Parce que t'es drôle. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, l'idée, c'était de pouvoir mettre des ateliers en place pour 4-5 personnes, pour leur apprendre sur un laps de temps d'1 heure, 1 heure et demie, justement, bah, tous les principes de base de la boulangerie pour que eux-mêmes puissent faire du pain au levain chez eux, comme moi je le fais, donc pétrissage manuel, etc. Donc en gros, tu vas chez les gens Ouais, je peux me déplacer, oui. et tu leur apprends à faire du pain avec leur matériel. C'est ça, ouais. Et vraiment, bah, de façon à ce qu'ils soient autonomes dans leur panification. Ok. Et puis, oui, donc j'apprends les principes de base, donc la recette que je fais, le fonctionnement du levain, les petits détails, les petites techniques qu'il faut apprendre pour ne pas rater son pain ou pour vraiment l'optimiser, quoi. Ouais. Et voilà, dans 1 heure et demie, disons que on a des bonnes bases pour faire du pain après, quoi. Ok, donc du pain soit au gluten, soit sans gluten. Ouais, pour le coup, ouais, au c'est choix. ça. Ouais, les deux sont possibles. Ok, donc moi je signale au passage que je vis sans gluten et je suis ravie d'avoir appris à faire un pain au sarrasin sans gluten parce que c'est vraiment très bon et c'est surprenant justement que ce soit aussi gonflé, quoi. Je savais pas que c'était possible avant de te rencontrer finalement.
Ok. Et du coup, donc, là tout de suite, donc, tu fais ces ateliers-là avec ton auto-entreprise. Est-ce que tu as des projets en ce moment qui sont en lien avec la fermentation ou le pain ou... Est-ce que tu as des projets particuliers? Des projets pas spécialement. Enfin, moi de mon côté, je fais de l'hydromel. Mm. Donc là, je suis encore, on va dire, Tu testes? ouais, je suis encore en phase de test pour vraiment trouver un procédé qui me convient. Mais moi, je prends déjà du plaisir à en faire. Et puis, sinon, peut-être un jour, peut-être me lancer dans du fromage. Je sais pas. Mais sinon, en termes de pain, ouais, je sais pas. Toujours faire des expériences sur des types de farine, des formes aussi. Puis après, j'espère peut-être un jour pouvoir cuire mon pain au feu de bois. J'aimerais bien vraiment voir ce que ça donne, quoi, la Ah oui, différence. avoir un vrai four, un four à pain, quoi. Ouais. C'est four à pain et four à pizza, c'est la même chose. Je pense. Peut-être que la voûte est différente, mais je pense que c'est. Ok. Oui, de toute façon. Donc en gros, tu voudrais essayer de faire ça à l'ancienne. Bah ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai que puis, Ok. pour le coup, ça doit développer des arômes aussi qui sont vraiment incomparables, quoi. Ok. Bon, bah écoute, on a hâte de tester. Enfin, moi, personnellement, égoïstement, je suis désolée pour vous, hein, mais moi, j'ai de la chance, il est à la maison. Et juste, tu as un enfant. Oui. Et est-ce que ton enfant, ça l'intéresse, tout ça? Ouais, ça lui plaît aussi. Alors, de temps en temps, il me demande à pétrir la pâte avec moi. Puis, forcément, le pain que je fais, il dit que c'est le meilleur du monde, forcément. Oui, bah oui, forcément, t'es son papa. Et donc, je précise juste que c'est un enfant qui a bientôt 7 ans. Ouais. Et moi, je peux aussi dire qu'il est très inspiré parce que l'autre jour, dans sa chambre, j'ai trouvé une installation carton. Donc, il a mis un morceau de carton, il a fait 2 trous dedans, il a mis 2 bouteilles. Et dans chaque bouteille, il y a de l'eau avec des morceaux de fruits ou je sais pas quoi qu'il a mis, donc, d'après ses dires, parce qu'il m'a expliqué, à fermenter. Oui. Donc, il expérimente la fermentation de son côté. Ouais, mais ça, c'est plus par rapport peut-être au côté alchimie qui veut expérimenter aussi. Que veux-tu dire? Alchimie, pourquoi est-ce qu'il voudrait expérimenter l'alchimie? C'est Parce que quoi moi, l'alchimie? ça m'intéresse aussi. L'alchimie, c'est tout un univers, on va dire, de l'étude du vivant et des transformations, justement, des choses, des éléments, de plein de choses, quoi. Et ouais, c'est bien. Je veux dire, c'est bien. C'est l'étude de la transformation des choses naturelles. Ouais, du coup, en gros, l'alchimie, c'est un petit peu reproduire certains process qui se passent dans la nature, dans un petit labo qu'on peut avoir chez nous. Alors après, tout est l'alchimie, hein, entre guillemets. La cuisine, c'est de l'alchimie. Pour le coup, la boulangerie aussi. Mais il y a vraiment cette notion d'apprendre à comment fonctionnent les choses dans l'univers pour que se dire, pour en apprendre plus sur soi. Enfin, c'est tout un truc, mais moi qui m'intéresse beaucoup. Ok. Oui, parce que la chimie, ce qu'on en connaît, enfin en tout cas moi ce que j'en connaissais, c'est transformer les métaux en or. Ouais, ça c'est le cliché de base. C'est la pierre philosophale et tout ça. Mais oui, après l'alchimie, il y a différents types d'alchimie. Il y a aussi effectivement ceux qui sont plus basés sur la transformation des métaux. Après, il y a plus le côté aussi élixir, mais ça c'est plus de la spagyrie, donc ça c'est une autre branche de l'alchimie, quoi. Ok. Tu veux dire le côté druide un peu? Ouais, le côté Ouais. vraiment faire des remèdes avec des plantes, faire des élixirs et tout ça, donc ça c'est plus. T'avais testé d'ailleurs, non? T'avais fait Ouais, un ouais, j'ai petit... fait Ah oui, c'est vrai, ça, j'ai fait un petit élixir de mélisse. Ouais. En gros, c'était une petite expérience sympa à faire avec de l'alcool et de la mélisse que j'avais laissé fermenter dans un bocal. Ouais. Parce que ça devait apporter l'énergie. Ouais, je sais pas quoi. du dynamisme et tout ça. Mais ouais, il y a plein de trucs à faire et j'espère qu'un jour j'aurai la chance d'avoir un petit labo avec mes gros trucs en verre et puis faire des expériences. Ouais. Oui, parce que c'est effectivement pour l'hydromel, c'est des grosses bonbonnes en des verre qui Dame prennent Jeanne, beaucoup de place. Non, ça va. Des Dame Jeanne et qui font bloup bloup. Ouais. Et puis là encore, mon mari ici présent se laisse attendrir par les bulles et il peut aller passer énormément de temps à les regarder. Bah ouais, non, je sais pas, c'est hyper apaisant et c'est assez fou de se dire qu'en fait, dans le flacon qu'on a en face de nous, il y a tout un univers de bactéries, de trucs qui se passent et tout. Et ouais, non, et puis du coup, de se dire que, une fois de plus, avec 2 éléments, on va donner quelque chose. Donc 2 éléments, en l'occurrence, ça c'était le miel et l'eau. Ouais, le miel et l'eau. Et c'est tout. C'est tout. Et du coup, ouais, de voir la transformation, parce qu'il y a plein de trucs qui se passent. Donc au début, forcément, c'est très épais, il y a énormément de bulles dues au sucre, etc. Et puis au fur et à mesure du temps, ça devient hyper clair. Et puis après, c'est tout un truc vraiment passionnant, quoi.
Mais c'est vrai que ça a été en plusieurs fois, parce que la première fois que tu en as fait, ça avait goût de limonade au miel. Donc pour le coup, c'était peut-être pas assez fermenté. Non, pas du tout. Mais c'était bon, moi j'ai bien aimé par contre. Ouais. La deuxième fois, tu nous as fait, c'était peut-être aller un peu trop loin, du coup ça avait goût de vin blanc. Bah ouais, mais au final, moi je suis très content du résultat. Ça avait marché, mais du coup, moi personnellement, égoïstement, je préfère que ce soit un peu sucré. Ouais, mais du coup, en plus de ça, il faut savoir que c'est un alcool qui vieillit aussi très bien. Donc parce que même la première fournée d'hydromel que j'ai faite, elle a plus d'1 an. Et vraiment, ouais, au fur et à mesure du temps, on sent que ça évolue, que moi je trouve très bien pour un premier essai. Après, forcément, j'essaie de faire de l'hydromel aussi avec des miels de qualité, enfin vraiment tous les ingrédients, que ce soit dans le pain ou autre. Choisir les meilleurs ingrédients, déjà, c'est une bonne base, notamment l'eau. Je pense à l'eau pour le pain. Donc, il faut forcément de l'eau minérale et surtout la redynamiser. C'est ce que j'allais dire, oui. À un moment donné, je sais pas si tu le fais encore, mais tu remets l'eau. Ouais, alors en fait, donc l'eau, moi, c'est pareil, j'estime que c'est quelque chose de vivant, quoi. Donc, si on prend même de l'eau en bouteille qui a été vraiment fermée dans un truc carré ou même. Avec un bouchon. Ouais, c'est ça, tout ça. Bah, du coup, elle est complètement endormie, paralysée presque même. Et du coup, l'idée, ce serait de la redynamiser tout simplement en mettant dans une. Alors, ce que je peux faire, moi, c'est dans un gros pot. Un gros pot, quoi. Et puis la faire tourner en tourbillon avec une baguette en bois ou même la secouer un petit peu pour la redynamiser et puis pour la réveiller un petit peu. Et du coup, ça amènera aussi d'autres choses dans le pain ou dans tout ce que vous ferez avec l'hydromel ou de la bière ou je sais pas. Mais ouais, redynamiser l'eau, c'est hyper important. Tu remets de l'énergie, quoi. Tu remets de la vie dedans. Tu remets de la vie, ouais. En fait, il y a une espèce de système avec un bouchon à double. On peut mettre 2 bouteilles. Et en fait, on en remplit une. Et du coup, ça descend dans l'eau en tourbillon. Et le fait de faire ça, ça redonne comme si c'était de l'eau qui recoulait en rivière. Ça redonne du dynamisme. Tu veux dire 2 bouteilles côte à côte? Ou bouchon à bouchon? Bouchon à bouchon, ouais. Okay. Il y en a une qui est pleine et du coup, on transvase un coup, etc., etc. Et ça redonne du dynamisme. Mais sinon, la remuer dans un saladier ou autre, déjà, ça marche pas mal, quoi. D'accord. Plus on avance dans la conversation, on parle on est parti à parler du pain, donc quelque chose qui paraît assez concret. Puis on commence à parler de fermentation, d'alchimie, et puis de runes, et puis de symbolique, d'énergie. Ça donne l'impression que ce que tu fais, c'est spirituel. Qu'est-ce que tu as à dire de ça? Ah bah pour moi, oui. Je sais que c'est quelque chose d'assez difficile à retranscrire, mais ouais, pour moi, tout... Déjà, le pain, comme je l'ai dit précédemment, c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'apaise. Je sais notamment que quand je suis énervé ou que ça va pas, je sais que c'est pas un moment pour faire du pain, parce que pour le coup, je sais que je vais pas avoir la tête à ça et que ça va être... je vais pas dire que ça va le gâcher ou quoi, mais je sens que ouais, c'est pas ce qu'il lui faut, quoi. Donc il y a tout un côté spirituel, apaisant, et puis forcément aussi dans l'étude des process de fermentation et de toutes ces choses-là, oui, pour moi, il y a un côté vraiment... on se rapproche de... Pour moi, c'est une façon de me rapprocher un peu de la nature, etc. J'allais dire, est-ce que tu te considères comme quelqu'un de spirituel? Je pense que oui, je suis quelqu'un qui tend vers ça. Après, je pourrais pas spécialement dire que je suis quelqu'un de spirituel. Mais disons que... déjà, il y a eu des choses qui ont changé... dans ma vie à ce niveau-là, il y a quelques temps aussi. Mais... C'est-à-dire c'est-à-dire qu'avant, j'étais complètement athée pour moi. Les religions, tout ça, je voulais pas du tout en entendre parler. Et puis la vie a fait que... je sais pas, il y a un truc qui s'est passé. Et que maintenant, je me dis, mais oui, en fait, mais c'est une évidence, quoi. Il y a des trucs, quoi. Il se passe des trucs. Après, mettre le nom ou quoi, pour moi, c'est difficile, quoi, mais ouais, pour moi, il y a un truc qui se passe, quoi. Quand tu dis un truc qui se passe, c'est-à-dire par exemple, tu vois des signes ou tu te connectes à quelque chose ou comment tu... Forcément des signes, ce qu'on appelle des synchronicités. Ouais, j'en ai vécu vraiment des assez fortes. Et puis c'est surtout plus, pour moi, tout ça, ça marche. C'est vraiment dans l'intériorité de la personne. Pour moi, c'est comme être amoureux, en fait. Il y a un truc que je remarque et quand on dit, toi, t'es croyant,
Mais je me dis, mais en fait, le mot croyant, moi, j'aime pas trop parce que ça fait vraiment. Le mec, il a lu la Bible et se dit, ah, c'est pas mal ça. Ah, j'y crois. Ah, ouais, j'y crois. C'est comme si c'était C'est une. trop figé, quoi. Ouais, c'est comme si c'était une théorie et que du coup, bah, soit on y croit, soit on n'y croit pas. Mais c'est un petit peu comme, vous savez, comme si vous avez votre meilleur pote et puis un jour, il tombe amoureux d'une nana et puis il vous met à parler que de sa nana, que de sa nana et puis vous le voyez moins et tout. Et vous vous dites, oh, mais il est relou, lui, qu'est-ce qui lui arrive, machin, etc. Et un jour, vous-même, vous tombez amoureux. Et là, vous comprenez. Et pour moi, en fait, le côté par rapport au spirituel et tout ça, pour moi, c'est ça. C'est vraiment, on en entend parler depuis qu'on est tout petit. Faut faire ci, il faut faire ça, les religions, machin. Et on peut être en dehors de ça pendant un certain temps. Et puis un jour, bah, ça vous contrôlez pas. Ça s'éveille en vous et puis bah, ça vous tombe dessus, quoi. Et Oui, une espèce de transformation intérieure, une Ouais, c'est ouverture, ça. quelque Ouais. chose. Et du coup, est-ce que tu parlais de synchronicité, tu veux bien nous en raconter? Euh, Pas spécialement, non. Pourquoi tu souffles dans le micro? Je sais pas, pour moi, ça, c'est des choses, c'est de l'ordre du privé, quoi. Ok, donc c'est des choses qui t'ont aidé à prendre des décisions, par exemple, ou des choses comme ça? Qu'est-ce que tu appelles une synchronicité? Pour ceux qui nous écoutent, d'ailleurs, il y en a peut-être qui savent pas trop ce que Bah c'est. ouais, pour moi, une synchronicité. Je sais pas, par exemple, vous connaissez quelqu'un très bien et que, je sais pas, il vous a parlé d'un truc la veille et que le lendemain, le comble du hasard, vous entendez la même chose ou Ah oui, à la radio, genre, ouais, ouais, c'est voilà. des choses comme ça, mais Des choses qui, oui, qui comme vous des interpellent signes, en fait. Et ouais. pour moi, c'est comme ça justement que je reviens là-dessus, que fonctionne moi ce que j'appelle le divin, c'est-à-dire que en fait, l'erreur, ce serait de croire que la solution elle viendrait de l'extérieur, qu'il y aurait quelqu'un qui va débarquer sur Terre et que il va tout changer. Mais pour moi, c'est plus vraiment, une fois de plus, en intériorité. Et en fait, tous ces petits signes, toutes les petites synchronicités, etc., en fait, c'est des petits messages qui vous sont vraiment destinés. Et que pour la personne ou autre qui est témoin de ça, ça va rien lui changer. Mais pour vous, ça va vraiment résonner très fort. Et pour moi, c'est comme ça que fonctionne le subtil, quoi. Après, voilà, c'est. Mais c'est pas. Voilà, pour moi, la priorité, c'est d'abord de se faire un retour vers soi-même et puis cheminer dans son intériorité, quoi. Justement, tu as dit, là, dans ce que tu viens de dire, tu as dit de pas penser que la religion, ça vient de l'extérieur. Je sais plus ce que tu as dit là. Bah pour moi, faut pas spécialement attendre l'homme providentiel ou. Genre le Messie, quoi. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment le Messie. Ce sera plus quand le cœur se rallumera chez plein de gens et qu'on en prendra tous conscience et que collectivement, on fera en sorte que les choses vont mieux. Pour moi, c'est plus comme ça que ça va se passer que d'attendre, je sais pas, un Jésus bis. Oui, en fait, en gros, tu es en train de dire que le Messie ou Jésus, c'est vraiment un symbole pour le coup. Bah, Que Jésus, ça a été humanisé, mais... c'est complètement différent pour le coup. Oui. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est plus, une fois de plus, c'est d'abord se changer soi-même pour déjà, avant d'espérer changer le monde ou quoi, c'est d'abord se changer soi-même. Et après, quand le voisin, ça lui arrive aussi, etc., bah, petit à petit, on pourra bâtir une société plus juste, quoi. Et changer soi-même, tu veux dire quoi par là? Bah, pour le coup, j'ai envie de dire, c'est comme je disais tout à l'heure, quoi, c'est quand ça vous tombe dessus. Après, ça, c'est pas, il y a pas spécialement de code, hein, je pense que pour moi, c'est Dieu qui décide de rallumer les cœurs ou quoi. Après, ça dépend aussi si le terreau, je sais pas si le terreau est favorable. Je sais pas s'il y a une En personne. gros, c'est rendre ton terreau favorable. Ouais, c'est en ça. gros. Et puis après, bah, il y a des petites choses que vous pouvez faire si vous êtes attiré par ça. Je sais pas, moi, peut-être. La méditation ou des choses. Mais en fait, moi, le truc qui m'a le plus, pas frappé, mais qui m'a vraiment interpellé, c'est qu'en fait, je me suis dit, quand vraiment j'ai pris conscience, on va dire, de force supérieure, on va dire ça comme ça, Mhm. je me suis toujours dit, mais en fait, dans ma vie, j'ai toujours été, on va dire, dans le... Ouais, dans l'alignement. J'ai toujours été aligné avec moi, avec les choses et tout ça. Mais je n'avais pas conscience, enfin je le faisais pas spécialement pour un dieu ou quoi. Mais en fait quand quand on va dire j'ai fait un éveil spirituel, on va dire, je me suis dit bah en fait le côté méditatif, je l'avais toujours fait quoi, que ce soit plus jeune, avec du sport, avec des choses toutes simples. Mais j'ai toujours eu
ce respect de la nature, etc. Donc en fait, peut-être que mon terreau était favorable, on va dire. Mais voilà, mais après, ça peut très bien arriver à des personnes beaucoup plus jeunes, peut-être même aussi beaucoup plus tard. Enfin, ça, après, une fois de plus, c'est aussi la nature qui décide mais qui fait son travail, quoi. Donc là, si je reprends ce que tu dis, tu es en train de dire qu'il y a des gens qui sont connectés ou alignés sans forcément s'en rendre compte. Ils vivent Ouais. avec leur cœur sans forcément s'en Ouais, rendre c'est compte. ça. Et que l'éveil spirituel, c'est se rendre compte du fonctionnement. Bah, se rendre compte qu'en fait, oui, que ça a du sens sur d'autres plans, en fait. C'est vrai qu'effectivement, comme on dit, on peut y avoir des personnes qui vont être alignées, qui vont être bienveillantes, qui vont naturellement être généreuses ou quoi que ce soit. Mais ils vont pas le faire. Avec la conscience d'un Dieu ou quelque chose. Ouais, quoi. c'est ça. Ouais. On leur parle de religion, ces gens-là, c'est pas possible. Et puis un jour, bah, paf, ça arrive, quoi. Paf. C'est beau ce que tu dis. Mais voilà, enfin pour moi, c'est ça. Et c'est vraiment, ça change la vie, quoi. C'est vraiment magnifique. Ok. Et du coup, comment dire, j'allais dire ta religion, mais le mot religion est peut-être mal choisi, mais si on reprend ce que tu dis, en gros, une religion, ça devrait être chaque personne a sa propre religion. En gros, ça a sa propre spiritualité. À quoi elle ressemble, la tienne? Il y a quoi dedans? T'as le droit de mettre en vrac. Hein. Oui, bien sûr. Alors bon, forcément, bah, comme je l'ai dit, j'aime bien le côté nordique. Mm. Alors après, effectivement, il y a plein de façons d'interpréter. En fait, moi, ce que j'aime bien dans le côté un petit peu ancien, c'est que c'était des gens qui étaient forcément hyper en accord avec la nature. Voilà, ils célébraient le printemps, l'été, les choses qui se passaient, etc. Et pour moi, c'est plus, on va dire, des énergies qui régentent, qui font fonctionner l'univers. Et pour moi, c'est plus ces choses-là à laquelle je suis reconnaissant. C'est vraiment ouais, le beau, le bon, le juste. Et pour moi, il n'y a pas spécialement quand je dis des dieux, pour moi, c'est plus des énergies ou des facettes. Enfin, c'est une partie du. En fait, c'est un petit peu comme vous savez, pour moi, le dieu, enfin le créateur originel, c'est une immense lumière invisible qui pénètre tout, etc. Un peu comme la force dans Star Wars. Ok. Et en fait, quand vous prenez de la lumière, par exemple, et que vous le mettez sur un petit morceau de verre, la lumière, elle se sépare en plusieurs spectres de couleurs. Et pour moi, en fait, ça fonctionne pareil. C'est-à-dire que y a un spectre couleur qui va gérer les végétaux, un autre qui va gérer, je sais pas. Toi? Oui, moi, voilà, plein de choses. Et pour moi, c'est vraiment plusieurs facettes qui appartiennent à un tout, qui est pour le coup indéfinissable, quoi. Et c'est plus ma façon de voir, vraiment être aligné avec les cycles de la nature, vraiment s'écouter. Et puis après, forcément, il y a plein de trucs qui rentrent en compte, quoi. Mais pour moi, c'est plus ça que vraiment se fier à des paroles dans des textes. Bon, après, chacun fait comme il veut, hein, mais moi, c'est vraiment ça qui me parle le plus. Et pour le coup, le côté ancien, où justement ils vénéraient leurs ancêtres, ils vénéraient les forces de la nature, etc. Pour moi, c'est plus raccord avec ce que je ressens, quoi. Ok. Et toi, la nature, c'est quoi on va dire, tes lieux ressources? T'es plutôt mer, forêt Alors, j'aime bien la mer, mais c'est vrai que je suis quand même plus forêt. J'aime bien, ouais, marcher en forêt, pour moi, c'est vraiment hyper bon. En fait, moi, quand je marche en forêt, je cogite pas mal. Enfin, cogiter pas dans le sens mental, quoi, mais ça, il y a plein de trucs qui me viennent. Et puis, petit à petit, quand je me détends, il y a des petites suggestions qui me viennent. Et des trucs à laquelle je me suis dit, tiens, c'est bizarre, j'aurais peut-être jamais pensé dans un autre cadre. Et du coup, pour moi, c'est méditatif, quoi. Et du coup, c'est hyper révélateur de juste marcher en forêt et puis d'être dans la contemplation. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Aller dans des endroits et juste observer dans son ensemble le paysage ou la beauté de tout ça, quoi. Ouais, quand tu fais ça, c'est comme si ton mental il s'apaise, il descend un peu pour laisser de la place à tes guides. Ouais. Ok. Est-ce que tu as un exemple à nous donner de révélation, entre guillemets, que tu aurais eu en forêt? Pas obligé de répondre. Hein, ouais, pas spécialement. Il n'y a pas spécialement de trucs qui me viennent. Mais c'est vraiment, une fois de plus, c'est dans l'intériorité. Moi, je sais que c'est hyper parlant pour moi. Et c'est vraiment
très fort, mais après, forcément, à donner des petits exemples ou quoi, c'est peut-être pas le plus avisé, quoi. Ok. Bon, on va pas les donner alors. Ok. Et juste, tu as parlé aussi, donc, dans ta spiritualité, tu parles donc de cette influence germanique ou norroise, Ouais, ouais, nordique. ouais, ouais. Parce que là, donc, tu parles effectivement du lien à la nature, tu parles de respect énorme pour les ancêtres, etc. Mais c'est vrai que je sais, moi je suis pas neutre, je sais que tu connais bien aussi la mythologie nordique. Est-ce que c'est Ouais. quelque chose qui en fait partie ou est-ce que c'est juste, comment dire, informatif? Est-ce que c'est juste une passion? C'est quoi? Bah, c'est un petit peu tout à la fois. C'est-à-dire que oui, j'adore me renseigner là-dessus. Effectivement, je connais pas mal la mythologie. Et j'essaye en fait de faire le lien entre certains mythes et justement bah, le fonctionnement de la nature. Parce qu'en fait, pour moi, les mythes, c'est plus quelque chose comme ça. C'est plus des métaphores pour faire comprendre des fonctionnements de l'univers. Mm. Et du coup, on va un petit peu, c'est de l'anthropomorphisme. On va humaniser un petit peu les dieux, on va leur mettre des barbes, des trucs comme ça et tout, des objets. Pour qu'on se reconnaisse un peu. Mais voilà. Mais pour moi, c'est plus pour faire comprendre de manière simple le fonctionnement de tel truc. Par exemple, je sais pas, Thor, par exemple, donc quelqu'un qui a un marteau et qui est très fort, machin, etc. Pour moi, ça va être plus être, on va dire, l'énergie martienne. C'est-à-dire que, bah, par exemple, une fois de plus, euh, vous êtes au pied du mur, et bah là, il faut vraiment, il n'y a plus le choix, il faut y aller, donc il faut prendre son énergie, et puis être juste avec soi-même, et puis, bah, entre guillemets, foncer, Passer à quoi. l'action, quoi. Voilà, et pour moi, c'est soit on fait ça, soit au contraire, bah, c'est un peu comme l'image du marteau. Le marteau, il peut à la fois détruire, mais des fois, détruire, ça peut être bien, ça peut permettre de reconstruire derrière, ou au contraire, un marteau, ça peut aussi construire. Donc c'est vraiment une énergie qu'il faut maîtriser, parce que sinon, bah, c'est soit vous vous faites écraser, ou soit vous prenez en main votre Ok. destin. Donc, quand tu parles de l'énergie martienne, c'est le masculin, quoi. Le côté Ouais, le passage à côté, l'action, ouais, le c'est ça, côté... quoi. Ouais. ok. Après, j'essaye aussi de faire beaucoup de parallèles entre la mythologie nordique et forcément les autres religions du monde. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et en fait, il y a énormément de points communs dans toutes ces Mhm. civilisations et tout ça. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il y a ce qu'on appelle une tradition primordiale, qui en fait, bah, comme je l'ai dit un peu plus tôt, chaque région du monde va avoir son interprétation, mais que pour moi, l'origine est la même, quoi. Entre Zeus et Thor et Odin, par exemple. Zeus, c'est une espèce de mélange entre Odin, qui est vraiment la sagesse, la connaissance et tout ça, et à la fois Thor, qui une fois de plus bah, est le côté très martial, quoi. Mm. Et du coup, Parce que Zeus, attends, parce que là Zeus, ouais, c'est côté grec. C'est grec. Ouais. Thor, c'est Thor et Odin, c'est mythologie germanique. germanique. Ouais. Ok. Et enfin, même dans toutes les. Et puis chacun aussi va avoir, selon là où il habite dans le monde, des petits mythes locaux. Voilà, il va avoir telle forêt, c'est attention, il y a telles énergies, telle créature et tout. Parce que bah, c'est aussi chaque petit peuple a aussi ces petits récits qui Tu sont fais des importants. liens. Donc même encore aujourd'hui, dans les pays scandinaves, ils sont, même l'Islande fait partie des pays scandinaves, ils sont très portés sur les gnomes, les trolls, les elfes. D'ailleurs, je suis en train de lire un bouquin que j'ai pas encore fini sur les Vikings, et pour eux, en fait, ils étaient vraiment persuadés qu'il y avait des créatures de l'invisible, et donc des elfes, des trolls, des machins, qui fait que. Mais ils se posaient même pas la question de savoir si est-ce qu'ils y croyaient ou pas. Pour eux, voilà, ils savaient. Ils savaient qu'il y avait des choses, des choses dans la forêt, dans les montagnes. Il y avait des créatures et des énergies qui circulaient. Et puis, bah, effectivement, même encore aujourd'hui, les trolls en Norvège, c'est très pris au sérieux, entre guillemets. C'est vraiment. Bon, il y a tout un système qui fait que même encore aujourd'hui, c'est très vivant là-bas. Mhm. Pour moi, comme une fois de plus, c'est plus des fonctionnements ou des énergies qui vont faire fonctionner un système. Mais pour moi, oui, il y a quelque chose qui se passe dans l'ordre de l'invisible, ça c'est sûr. Tu veux dire dans d'autres dimensions? Ouais, Qu'on peut-être. peut Après, pas percevoir comme avec j'ai dit, les mots et tout ça, moi, je maîtrise pas trop. Et puis, j'aime pas mettre spécialement. Moi, j'aime bien rester vague parce que ça permet. que chacun se construise son Ouais, propre... puis voilà. Mais oui, enfin, pour moi, c'est sûr qu'il y a il y a des énergies de la forêt, de plein de choses, quoi, qui nous entourent, qui sont peut-être à la fois. Bon, même si moi, j'aime pas le côté bien et mal, à la fois positif, négatif, etc. Et donc, oui, il y a des énergies. Comment ça, t'aimes pas le côté bien et mal? Tu peux développer? Bah, ouais, pour moi, le côté bien et mal, c'est.
très, je sais pas, moderne, mais très moralisateur aussi. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'accroche pas trop au catholicisme. C'est que vraiment c'est que pour moi on est trop dans on est tous des pécheurs, répentez-vous toute la journée, et puis il faut souhaiter. Pour moi le côté bien et mal. T'exagères un peu quand même. Ouais, bon, j'exagère un peu. Mais pour moi le côté bien ou mal, c'est plus une question d'équilibre et de déséquilibre. Et d'ailleurs moi c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la nature, mais aussi sur chaque individu. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va être équilibré, donc qui va par exemple manger sain, qui va se reposer, qui va donner de la bonne nourriture à son âme et son esprit par des bons livres intéressants, etc. Ça va créer un équilibre qui fait que ce personnage-là va être en bonne santé ou va être bien dans sa vie. Et au contraire, quand il y a un déséquilibre, que ce soit une mauvaise habitude alimentaire, ou je parle même carrément tout ce qui est cigarettes, vraiment les trucs très toxiques, quoi. Là, pour le coup, ça crée un déséquilibre et qui fait en sorte que cette personne, petit à petit, va se dégrader ou va avoir des problèmes de santé. Et pour moi, le fonctionnement de la vie et de la nature, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que... Quand trop n'en faut, tu veux dire un peu de mal, entre guillemets. Ouais, mais le mal, pour moi, quelque part, c'est aussi... ça peut être perçu comme mal sur un instant T, mais derrière, ça peut très bien aussi amener sur quelque chose de positif, etc. Enfin, moi, j'essaye de pas trop être dans le jugement bien ou mal. Et... comme on dit, on juge un arbre à ses fruits, et je préfère peut-être... des fois, il vaut mieux, entre guillemets, se prendre la tête avec quelqu'un et vraiment dire ces 4 vérités, même si ça peut paraître violent, etc. Mais derrière, ça apaise les tensions, les choses sont dites, etc. Et puis après, on repart sur du positif. Pour moi, c'est plus cette notion-là qui me parle que le bien et le mal. Oui, puis on peut pas arriver sur Terre en étant directement fait que de tout parfait, quoi. Oui, c'est sûr, ça c'est sûr. Ouais. Ok. Alors, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté. Parce que sachez, chères auditrices et chers auditeurs, que ce n'a pas été simple d'amener Fabien Briou devant ce micro. Ah oui. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de venir devant le micro, d'avoir partagé des choses. Et merci de faire du pain. J'en profite. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. À bientôt. Oui, au revoir. Merci de votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des épisodes à venir. À bientôt.